Cosa Vostra. Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis. Quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau catch-up du panier où je reçois aujourd'hui Maël Chassard et Igor Krimbart qui sont deux des 4 cofondateurs de Luni. J'avais reçu Maël en septembre 2019 dans l'épisode numéro 12 du panier. Luni, si vous ne connaissez pas, je vous invite à écouter cet épisode, l'épisode numéro 12, mais ce sont des fabriques à histoire, des jouets pour enfants qui permettent de choisir après un arbre décisionnel des histoires et de travailler son imaginaire. Incroyable histoire en hypercroissance, ils ont fait 2,6 millions d'euros, puis 6,5, puis 12 millions en 2019 et finalement 18 millions en 2020, soit presque autant en 2020 que les 3 années précédentes en cumulé. Il devrait passer la barre cette année du million de Luni vendus et donc 1 million de Luni qui se baladent dans la nature. J'ai vraiment envie de comprendre comment ils en sont arrivés là. Alors, ça fait 1 an et demi que j'ai reçu Maël. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, il y a eu le Covid en 2020 et j'aimerais savoir comment ça a impacté leur vente. Mais surtout, et c'est peut-être ça le sujet le plus intéressant, le plus important qu'on va aborder pendant cet épisode, c'est le rapatriement de leur production de la Chine à la France. Pourquoi? Combien ça a coûté? Combien de temps ça a pris? Quel est le coût de revient des Luni après, ou l'augmentation, ou la baisse d'ailleurs du coût de revient des Luni après ce rapatriement? C'est des sujets qu'on aborde. On va également parler des évolutions produits. Est-ce que le produit a évolué? Et sinon, petit teaser, ce n'est pas le cas, pourquoi? Mais surtout, quelles ont été les innovations autour du produit Luni, dans le Luni Store ou dans les partenariats éventuellement. Et enfin, on parle business. La boîte est passée de 45 personnes à 85. C'est un enjeu en termes de pilotage. La distribution a évolué elle aussi. On en parle de l'international et des petites... alors, c'est pas des claques, mais des petits revers peut-être qu'ils ont rencontrés et auxquels ils ont fait face. C'est un épisode un peu plus long que d'habitude pour ce catch-up, puisqu'ils sont 2, il y a Igor et Maël, donc je me suis permis de doubler le temps, mais c'était un épisode passionnant. Très belle écoute. Salut Maël. Salut Laurent. Salut Igor. Salut Laurent. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui. J'ai rappelé en intro ce qu'on s'était dit dans ce premier épisode qui était passionnant, qui était sorti en septembre 2019. C'était l'épisode numéro 12 du panier. Et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que j'adore Luni. Comme 3 ou 4 personnes ici qui sont passées dans le bureau avec qui on a pu échanger un instant. On s'était vu en septembre 2019, c'était il y a 1 an et demi. J'aimerais parler de ce qui s'est passé ensuite. Ensuite, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu le Covid en 2020. Il y a eu la production que vous avez rapatriée en France et on va creuser le sujet avec vous. Il y a des évolutions produits. Alors je vous poserai la question sur la boîte, sur le Unistore, mais peut-être aussi autour de ça. Et enfin, j'aimerais parler business sur la distribution, Amazon, international, le réachat, les points de vente. Merci infiniment d'être venu sur le panier. Vous allez bien? Super. La forme, super. Cool. Une année, donc on enregistre en février, mais on est déjà en mars 2021. L'année 2020 a été éprouvante pour pas mal de monde. Moi, je sais que j'ai augmenté la consommation, disons, de tout ce qui pouvait occuper mes filles sur les deux confinements. Alors surtout le premier, évidemment, parce que le premier, les écoles étaient fermées. Ça a eu quel impact pour Luni? Alors effectivement, il y a nos ventes qui ont été arrêtées pendant le premier confinement, donc les ventes du produit. Par contre, il y a eu un essor monstrueux sur le Luni Store et on a fait notre plus beau mois
jamais fait jusque-là. Donc effectivement, on a pu voir tous les bienfaits des histoires près des enfants lorsqu'ils sont confinés et que les parents ils peuvent pas s'occuper d'eux toute la journée. Effectivement, la consommation a explosé pour nous. Pourquoi tu dis que les ventes de boîtes se sont arrêtées ? Parce qu'il y a aussi le digital, pardon. En fait, il y a eu plusieurs choses. C'est que il y avait tous les distributeurs avaient des stocks, donc ces distributeurs ont continué eux à livrer le stock qu'ils avaient. Par contre, notre logisticien, donc du coup qui était basé à Colmar, qui était l'épicentre à la base du virus, un des épicentres français, du coup a dû fermer complètement. Donc on ne pouvait plus nous livrer de pièces. Donc ça veut dire que à part les stocks qui restaient dans nos distributeurs, le reste était complètement coupé. Donc il a fallu très peu de temps pour que les stocks tombent à zéro. Et donc on a eu un mois et demi où on n'a vendu aucune fabrique à histoire. Oh, quel enfer. Vous étiez en plus, enfin on en parlait dans ce premier épisode, mais vraiment dans une phase d'hyper-croissance. C'est un frein net. Alors tu l'as dit à Colmar, pardon, chers auditeurs, il s'agit de Sodilog, que j'ai reçu, je le salue, Jacques Masson, que j'ai reçu sur le panier. Les stocks ont été à vide pendant combien de temps ? Alors, les stocks ont été à vide pendant, je pense, à peu près un mois, sachant qu'on a eu d'autant plus de problèmes, c'est que Amazon, qui était à l'époque, en tout cas en début 2020, qui était un de nos vendeurs, je crois même le numéro 1, on a été shut down complètement chez eux, parce qu'en fait, on est passé en denrées qui étaient non essentielles, qui étaient non alimentaires, et nos concurrents, par contre, eux, continuent à vendre, parce que comme ils vendaient pas autant que nous, ils étaient considérés, enfin, ils étaient en dessous, entre les mailles, voilà. Okay. Donc nous, on a été complètement shut down. On nous a proposé de faire il y a beaucoup de distributeurs qui ont demandé si on pouvait pas passer par l'Allemagne, si on pouvait pas passer par l'Espagne pour pouvoir réalimenter. Et on a refusé, nous, catégoriquement, parce qu'en fait, on s'est dit, de un, on a l'Unistore qui nous permet de subsister, et de deux, en fait, on voulait pas non plus continuer à propager l'épidémie et à faire travailler des gens, en fait, dans le transport, dans la logistique pour l'Uni. Donc, on a fait le choix aussi, nous, de stopper en se disant, bon, c'est pas grave, on aura un mois un petit peu à vide. C'est un mois qui est pas non plus le mois le plus important chez nous. On n'est pas sur un mois de novembre, on est sur un mois de décembre. Donc, on a pris la décision de se dire, on va faire un mois un peu plus creux. Ce qui est d'autant plus incroyable, alors je l'ai dit en intro, mais vous avez fait 18 millions d'euros de chiffres en 2020, soit autant qu'en cumulé, presque autant qu'en cumulé sur les 3 années précédentes. J'imagine qu'un mois de vente, alors même si c'est pas le plus important, ça aurait pu faire exploser les compteurs encore plus, quoi. Donc ça, c'est pour les boîtes. Et en revanche, sur le Lunistore, tu disais que les ventes ont explosé ? Oui. Sur quel type de produit, du coup ? Sur tous les types d'albums, je pense que les parents ont fait la recharge d'histoires que les enfants n'avaient pas encore écoutées. Et effectivement, on a eu énormément de témoignages de parents qui nous ont dit que ça leur sauvait leur journée. Et nous, on en a profité en plus pour soutenir comme on pouvait les familles. On a mobilisé toutes les équipes chez l'Uni qui ont été formidables pendant cette période, puisqu'on a proposé des kits d'activités pédagogiques gratuits sur le Lunistore pour aller avec les albums. Donc en fait, les enfants, ils pouvaient écouter les histoires et en même temps faire des activités autour de ces histoires. Excellent. Ensuite, le confinement, disons, s'arrête et l'année reprend comme normal, mais avec cette belle croissance et surtout ce beau projet, parce que quand tu étais venu en septembre 2019, l'objectif que tu avais posé, c'était à fin 2020 d'avoir rapatrié la production en France. Je dis tu, mais je vous regarde tous les deux, évidemment. C'est le premier catch-up que je fais à 3. Rentrons dans le vif du sujet. Comment s'est passé ce rapatriement ? Je ne sais pas si on peut dire rapatriement, oui. Cette industrialisation de l'Uni en France. Alors, ça a commencé à l'été 2018, si je ne dis pas de bêtises, où en fait, on a commencé à réfléchir à potentiellement une nouvelle version de la fabrique à histoire. On a réfléchi à se dire si elle évoluait, cette fabrique à histoire, à quoi elle pourrait ressembler. On a travaillé avec un bureau d'études qui nous ont montré des fonctionnalités qu'on pouvait ajouter à la fabrique à histoire. Donc, par exemple, qu'elle vibre, qu'elle clignote, des fonctionnalités en plus. Et en fait, moi, ça m'a pas du tout plu. Je trouvais que ça dénaturait le produit qui était d'une simplicité exprès et il fallait garder l'essence de cet objet, très simple et très intuitif. Par contre, ce qu'il fallait faire évoluer, à mon sens, c'était qu'on produisait en Chine et c'était ça qu'il fallait changer. Surtout que nous, au démarrage de l'Uni en 2014, quand on s'est lancé dans la production, déjà aucun de nous quatre n'avait d'expérience en industrialisation. Et ben on a d'abord tapé à la porte d'usines françaises. Mais on n'avait ni l'argent, ni le volume intéressant pour des usines en France, pour pouvoir fabriquer en France. Donc c'est pour ça qu'on est parti en Chine. Donc c'est comme ça que tout a démarré. C'est aujourd'hui, on a les fonds et on a le volume.
pour rapatrier la production en France. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. C'est beau, c'est une belle raison. Il se trouve qu'en plus, en 2020, on disait ça en préparant l'entretien, mais le prix des conteneurs a explosé. Donc j'imagine que avoir la production à proximité, ça doit être pratique. C'est bien plus pratique. En 4 heures de train, on est à notre usine. Donc, et puis en 2 heures de train, on est à Colmar pour notre stock. Donc, Et puis même eux, dans l'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il y avait des embouteillages. C'est-à-dire que par exemple, on a toujours notre casque est toujours fabriqué en Chine, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'industrialiser un casque en France et notre usine n'a pas encore la technologie pour pouvoir le faire aussi bien. Et du coup, on a pu voir l'approvisionnement de notre casque vs l'approvisionnement de notre fabrique à histoire qui était en France, avec toute la problématique qu'il y avait et tout le blocage qu'il y avait au niveau de la Chine. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait fait le bon choix en 2019 de lancer le projet qui nous a quand même facilité l'approvisionnement. Tout à fait. En fait, les étoiles se sont alignées et effectivement, on n'a pas rapatrié parce qu'il y avait le Covid et le confinement, parce que c'est un projet qui a duré quand même un an et demi. 1 an et demi le projet ? 1 an et demi, ouais. Mais par contre, on s'est rendu compte vraiment que les étoiles s'alignaient parce que c'était le bon moment pour le faire. Comment est-ce qu'on rapatrie une production ? On travaille d'abord avec un bureau d'études qui travaille au redesign de toute la carte électronique à l'intérieur du produit pour qu'elle soit industrialisable en France. Et après, on benchmark des usines en France ou en Europe, c'est ce qu'on a fait. Même on en a benchmarké aussi en Chine pour voir en fait lesquelles pouvaient répondre à notre cahier des charges. Mais pourquoi redessiner la carte ? Parce que la carte a été designée par un bureau d'études chinois pour une fabrication en Chine. Qu'est-ce qui va différer avec une fabrication en France sur une carte ? En fait, c'est assez. En fait, en Chine, on va avoir. C'est peut-être une question naïve. Pas du tout. On s'est posé exactement la même question de se dire à la base pourquoi est-ce qu'on prendrait pas exactement la même carte qui marche très bien et qui fonctionne très bien et qu'on l'amènerait pas en France. Sauf que en fait, la carte électronique aujourd'hui de la fabrique à histoire chinoise, elle est faite pour être ensuite assemblée sur une ligne de production uniquement gérée par des humains. Donc on avait entre 35 et 45 personnes sur la ligne de production qui assemblaient tout à la main, chaque composant. On a dû, parce qu'on est passé en France, remplacer ces personnes par moins de personnes, sachant que le coût horaire de chacune des personnes et chacun des employés en France, c'est x5, x6 par rapport à la Chine. Donc on a remplacé par des machines. Et donc chaque machine devait faire un maximum d'actions, sachant qu'une machine, c'est environ entre 150 000 et 200 000 euros. Donc on a dû repenser complètement la carte pour pouvoir avoir donc le minimum de machines, le minimum aussi de personnes humaines qui est sur la ligne pour pouvoir retomber dans nos coûts et pas avoir un produit qui passait du simple au double en termes de coût de production. Parce qu'on aurait eu 45 personnes en France, françaises, ça aurait explosé. On aurait eu un prix genre 10 fois supérieur. Non, et puis c'est pas comme ça que les usines françaises fonctionnent. Pour le coup, en France, tout est automatisé ou semi-automatisé. Et ça nous permet d'être compétitifs avec la Chine au niveau du prix. Hyper intéressant. Donc, première étape, travailler avec ce bureau d'études qui va redessiner la carte pour qu'elle soit compatible avec une méthode de production française. Est-ce que l'usine, enfin votre partenaire en Chine, se bat quand il réalise que la production va partir ? Non. En fait, on avait 2 usines. On les a prévenus un peu en avance pour commencer à leur dire. De toute façon, depuis 2018, on leur disait qu'on voulait rapatrier la production en France et que ça arriverait un jour. Aujourd'hui, on était dans une de nos usines, on avait 10%. On était 10% de leur business, donc c'était quand même pas mal. Donc on les a prévenus plus en avance que les autres. Et les autres, on était 1%, je crois, ou moins d'1% de leur business. Donc en fait, ils nous ont regardé en disant bonne journée. D'une certaine manière, ça c'était un plaisir. Et on a continué à travailler avec eux derrière pour des pièces détachées pour continuer à réparer les V1 qui étaient on a encore un stock de V1 qui existe et un parc de V1 qui existe et ils sont toujours très amicaux avec nous et il n'y a aucun souci. Je crois que ça fait partie de leur culture de se dire on gagne un business, on perd un business tant que la masse globale est suffisante pour eux. Équilibré, hein. Ok. Donc tu travailles avec ce bureau d'études, une fois que tu as ton cahier des charges, tu fais le tour de partenaires potentiels en France et en Europe. Tu les évalues, tu fais des tests, tu fais ton appel d'offres. C'est ça, on a fait un appel d'offres et il s'avère que c'est heureusement une usine française, donc du coup BMS All Circuit qui est basée à côté de Bayonne, qui a répondu à la fois avec la meilleure qualité de dossier et de façon très enthousiaste pour travailler avec nous. Donc on est parti avec eux pour cette raison. Ok, tu fais des tests ?
Alors avec ton futur partenaire. On a visité toutes les usines, donc on avait benchmarké et shortlisté 5 ou 6. On en avait en Ukraine, on en avait 2 en France, il y en avait une en Tunisie. Et du coup, on a été les visiter, on a regardé comment est-ce qu'ils travaillaient. Ils ont aussi eu des prototypes de Fabrica Histoire V1 dans les mains pour que eux fassent des tests sur la faisabilité. Et ils ont commencé à nous faire à la fois des BOM, donc des Bills of Material. En gros, c'est quels composants je pense que je vais mettre dans cette fabrique et à quel prix pour que toi, tu aies un prix à peu près rendu. Et ensuite, ils ont mis leur coût usine dessus. Donc, pour dire, bah voilà, moi, je pense que je vais te prendre, 4-5 euros pour fabriquer une fabrique. Donc, les composants plus le coût général, on a le prix, on va dire, d'achat. Et donc, ça, c'est un des comparatifs c'était le comparatif le plus important après la qualité. Pour nous, c'est de se dire, est-ce qu'on va réussir à concurrencer ou à au moins se retrouver à un prix un peu identique. Juste un quart de seconde, tu as dit un truc que je connaissais pas, le BOM, Bills of Material. Donc c'est la liste des matériaux. C'est la liste de tous les composants qu'il y a dans une fabrique à histoire ou dans n'importe quel objet et leur prix à côté. Ok. C'est un peu la facture, le menu, c'est ça. Parce qu'effectivement, le challenge qu'on avait avec ce rapatriement en France, c'est qu'il fallait que le projet soit économiquement viable pour nous. Parce que le but, c'était pas de mettre la société en péril. Et donc, le prix de fabrication et le choix des composants était hyper pointu, devait être hyper pointu pour qu'on puisse qu'on puisse s'y retrouver. Je comprends. Vous pouvez nous dire ce coût, justement, comment est-ce qu'il a évolué ? Alors, comment est-ce qu'il a évolué ? Oui, en gros, aujourd'hui, en prix brut, on doit être à plus 15%. Et si on rajoute le fait que on ait moins de transport, qu'on ait moins de SAV parce qu'on a une meilleure qualité du produit, et qu'on a aussi moins, nous, de temps de transport entre l'usine et nos bureaux, on doit être aux alentours entre 8 et 10%, à peu près. D'augmentation du coût de revient par rapport à la Chine. Franchement, je suis super étonné. Alors, je sais pas si ça s'entend parce que j'ai déjà dit ça il y a une demi-heure quand on préparait l'entretien. Je suis vraiment super étonné. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus. Mais c'est intéressant. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'interaction humaine sur une usine en Chine, sur la ligne. 45 personnes, c'est ça, vous l'avez dit. Il y en a combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y en a 5. 5 3 personnes. équipes de 5, comparé avant, c'était, je crois, 2 équipes de 45. 2 équipes de 45 versus 3 équipes de 5. Et avec 3 équipes de 5, c'est quand on fonctionne en 3-8. Ça veut dire que c'est vraiment, si jamais un jour on veut produire non-stop, c'est ce qu'on appelle les 3-8. Et donc, il y a 3 équipes qui font 8 heures pour pour produire en continu sur une ligne de production. Aujourd'hui, on n'est pas encore à ce volume-là, donc on n'est pas encore en 3-8. Mais on pourrait potentiellement aller là. On y viendra tout à l'heure quand vous me parlerez, mais je dis tu parce que a priori ce sera toi des chiffres business. Vous allez passer un beau milestone en juin cette année. Donc le coût de revient augmente, tu l'as dit, de 8 à 10% si on prend tout en compte. Ça tombe bien, tu l'as dit, Maël, les étoiles s'alignent parce que c'est une année où justement il y a eu le Covid, mais le projet était venu avant. 1 an et demi, ça me paraît super long. Combien de temps il a fallu sur la première phase avec le bureau d'études ? La première phase, c'était environ 4 mois. Okay. Ensuite, après cette phase, on a eu 3 mois à peu près de recherche d'usine, de visite d'usine. Et après, on a commencé à travailler avec l'usine qu'on a sélectionnée et ça a duré quasiment 1 an. Normalement, on était censé avoir une production qui était prête pour le 15 avril. Et avec notre ami la Covid, on est arrivé plutôt au 15 juillet. Donc on a quand même réussi. La chance qu'on a eue, c'est que l'usine BMS avec qui on travaille fait aussi du matériel médical. Donc il a eu le droit de rester ouvert. Donc on a continué un peu ils ont continué un peu à pouvoir travailler sur le projet à côté. Mais sinon, je pense qu'on aurait pu, sur un malentendu, le projet aurait jamais pu voir le jour en 2020. Et nous, l'enjeu de cette année-là, c'était d'être prêt pour Noël surtout. Donc on est content puisqu'on a été. Vous êtes sorti en juillet, c'est ça ? On a lancé la première production en juillet et on a commencé à commercialiser la nouvelle version Made in France de la fabrique au 1er octobre, je crois. 1er octobre, tout à fait. Bon, parfait pour les fêtes. Je fais juste une parenthèse, mais tu as dit là, il nous reste un stock de produits, disons... Un stock non, parce qu'on a réussi à faire un switch plutôt parfait, mais je pense qu'on a eu quand même beaucoup de chance et sûrement beaucoup de préparation. Mais en gros, on a écoulé le stock V1 dans tous les magasins jusqu'au 15 septembre, 20 septembre. Et à partir du 1er octobre, ils ont mis le stock de V2 et on n'a eu aucun distributeur qui avait une double référencement. On a eu un petit peu de Cultura et on leur a racheté leur stock en fait de V1 dont on s'est servi pour faire du SAV. Mais en vrai, tout le monde nous a dit
attention, double référencement, vous allez vendre un produit potentiellement chinois, brandé Made in France, vous allez avoir des gens, et on avait un stress mais pas possible là-dessus, et au final ça s'est super bien passé, donc Génial. on est vraiment ravis. Qu'est-ce que tu appelles un parc alors ? Le parc, c'est en gros aujourd'hui, depuis 5 ans, on vend la Fabrique à Histoire, on la vend que depuis 1 an, un peu moins d'1 an en version française, même 6 mois de version française, donc il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui ont de la V1. D'accord, je comprends. Sur lequel tu peux faire du SAV. Sur lequel on peut faire du SAV, mais comme les pièces ne sont pas les mêmes, par exemple, imaginons, on incite beaucoup les gens à essayer de faire de la réparation eux-mêmes en envoyant des composants, ce qui est une vraie force en plus, parce qu'en France, les gens adorent bidouiller un peu et être un peu « je suis le réparateur de la Fabrique à Histoire de mon fils ou de ma fille », donc je suis un peu le héros de... Tout à fait. Mais donc du coup, c'est des composants qui sont différents, parce qu'on a par exemple, on a changé le speaker. Le speaker de la V2, il est un petit peu mieux que celui de la V1, parce que maintenant, plus on avance et plus on peut trouver des matériaux et des choses qui sont de meilleure qualité, ça c'est normal. Et donc du coup, si on veut remplacer le speaker de la Fabrique à Histoire V1, il faut qu'on récupère le même speaker parce qu'il n'a pas forcément la même dimension et donc il rentrerait pas. Donc on a encore des pièces détachées de V1 et petit à petit on voit que on commence à avoir de plus en plus de V2 qui arrivent quand on a du SAV, donc on va commencer à se rendre compte. À un moment, on va pouvoir se dire, je pense qu'il n'y a plus de V1 dans le besoin de le maintenir en tout cas. Exactement. Ok. Donc on a parlé du coût de revient. En termes d'enjeux, tu as parlé tout à l'heure de de maintenir en tout cas la rentabilité de l'entreprise. Objectivement, tu vas pas la mettre au tapis. Quels étaient les autres enjeux de ce retour ? Donc le SAV en fait partie. Un enjeu écologique aussi, je pense. Oui, clairement. Dans la conception de cette nouvelle Fabrique à Histoire, on a pris en compte l'éco-conception de la fabrique. On a fait évoluer certaines choses. Déjà, il y a beaucoup moins de composants, il y a moins de vis, moins de plastique. Et un des gros changements, c'est que on a enlevé le vernis soft touch sur la coque en plastique de la Fabrique à Histoire, qui ne permettait pas de recycler le plastique ou mal de DV1. Et donc du coup, sur cette nouvelle version, on a travaillé le plastique pour qu'il ait un côté mat et doux et qu'il n'y ait pas non plus un grand écart entre les deux versions. Mais ce qui est super, c'est que maintenant, on peut totalement bien recycler le plastique de la Fabrique à Histoire. Et ça a été fait par le bureau d'études aussi ? Ça a été fait un travail tripartite entre l'Uni, le bureau d'études et BMS. l'usine. Ok, intéressant. J'ai une question qui a popé, mais elle est repartie, c'est pas grave, je la retrouverai. Le retour en France pardon, pour un produit aussi emblématique que l'Uni, qui est quand même un produit grand public que tout le monde connaît, il y a un coup de boost dans les médias ? Vous avez appuyé sur cette histoire ? C'est une belle histoire à raconter. Oui, dès octobre, on a pu commencer à en parler, surtout que moi, ça faisait des mois que j'ai envie de le crier sur les toits. Et en fait, on a effectivement joui d'une super couverture média en fin d'année où, en fait, on était partout. partout. Et c'était super puisque enfin, on pouvait en parler et surtout, notre envie, c'est aussi de montrer l'exemple, de montrer que c'est possible de fabriquer un produit électronique en France. Et à s'y retrouver économiquement. Après, je tiens quand même à nuancer le fait que nous, on peut aussi se permettre de faire ce projet-là parce qu'on a un business model qui s'équilibre, c'est-à-dire qu'on a la Fabrique à Histoire et notre store, et ce qui fait que c'est assez vertueux pour nous et qu'on pouvait se permettre ce projet-là. Je dis pas que ce serait le cas de tous les produits électroniques, mais ce qui est génial, c'est que maintenant l'État met de plus en plus en place des aides, nous qu'on n'avait pas à l'époque quand on s'est lancé, des aides pour du rapatriement en France ou pour directement fabriquer en France. Vous en avez bénéficié là ? Malheureusement non. Parce que la plupart des aides qui ont été mises en place, c'est des aides qui sont arrivées notamment avec la Covid. Et comme on avait lancé le projet avant okay. En fait, c'est souvent des projets les subventions, c'est souvent sur de la recherche. Donc c'est plus ça aurait été plus en 2018 pour nous quand on avait commencé à avoir cette idée. Il y avait pas mal de financements qu'on avait fait sur des recherches de faisabilité, des recherches d'implémentation, des bureaux d'études. Les bureaux d'études aussi, c'est souvent subventionné. Et nous, quand on a commencé à avoir tout ça qui est arrivé, on était déjà passé en phase industrielle. Donc malheureusement, il n'y a pas de rétroactivité là-dessus. Compris. C'est intéressant ce que tu dis, Maël. Donc c'est ton point, en gros, c'est de dire que vous pouviez vous le permettre. Mais aujourd'hui, il y a des aides qui permettent de le faire, donc c'est une bonne chose. Il faut bien calculer, c'est l'apprentissage certainement aussi, mais ton coût de revient, il ne faut pas mettre la boîte au tapis. Ça a duré 1 an et demi, mais vous aviez, entre avril et juillet, au final, vous aviez déjà prévu que ça prendrait 12-14 mois, c'est ça ? Tout à fait. Ok. Votre principal apprentissage sur ce retour en France, quel conseil vous pouvez donner à nos auditeurs qui passeraient par le même
Le conseil, je pense que c'est de se dire que ça prend plus d'1 an. Parce que généralement, au début, à la base, on s'était dit que ça nous prendrait entre 8 à 10 mois. On avait tablé sur 1 an en se disant que tout allait bien. Et du coup, on s'est retrouvé avec 1 an et demi. Alors certes, il y a eu la Covid, mais il faut se dire que ça va prendre plus d'1 an. Il faut faire attention aussi sur les délais. Là, par exemple, on visait Noël. On a visé Noël parce qu'on savait que le produit allait sortir en avril, et on a quand même à la base on voulait le faire le 1er septembre, c'est quand même sorti le 1er octobre. Donc ça veut dire qu'il faut quand même se rendre compte que c'est un projet qui est assez important, et c'est pas un projet, enfin surtout pour nous qui sommes monoproduits, c'était un projet qui a comporté quand même beaucoup de risques, parce que forcément il faut tout refaire. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que même si le projet on l'a déjà fait en Chine, le rapatriement en France, c'est comme si on faisait un nouveau produit complètement. Ça veut dire que c'est pas genre j'ai déjà mon truc, c'est tout facile, donc j'ai juste à le donner à un industriel français. Les industriels français, ils sont censés être meilleurs que les industriels chinois, donc du coup il va me le faire en 2 secondes. Bah non, pas du tout, parce qu'il doit tout repenser, comme on a dit avant, sur toute la manière de faire, parce que c'est pas du tout la même manière de faire, et donc ça prend beaucoup de temps. Ne pas sous-estimer le timing ni la difficulté, l'enjeu de remanufacturisation. Ça se dit ça? Non, je sais pas. Oui, mais on a compris. On a compris du produit. Et être là tout le temps. Faut être tout le temps. Faut les suivre. C'est-à-dire que faut toujours être avec eux, faut tester un maximum. Comme on est en France, on a la chance de pouvoir se déplacer plus rapidement que si on était en Chine. Donc nous, on y était toutes les semaines, on était au moins un jour là-bas. Alors pas nous, mais nos équipes qui étaient là-bas. Et même nous, physiquement, on était là-bas, je pense, 1 fois par mois, plusieurs jours, dans des bureaux, en train de dire, bah là, ça va pas, là, ça va, là, on va dans la bonne direction, là, non. Et enfin, du coup, c'était un vrai accompagnement. C'est un projet de longue haleine, et il faut vraiment le tenir jusqu'au bout. On avait un client dans un autre univers, dans le textile, je donnerai pas son nom, mais qui a rapatrié sa production de la Chine en Europe et disons Méditerranée, autour de la Méditerranée, et qui allait au tapis parce qu'ils ont eu, alors c'est pas de leur faute, mais ils ont eu des partenaires qui ont pas tenu la route sur ce rapatriement. Ça peut être un enjeu, et ils sont aussi monoproduits, totalement dépendants, donc ils ont été lâchés par leur partenaire en Chine, et le partenaire en Europe, disons, a pas suivi. Et ça a mis la boîte au tapis, c'est un enjeu, quoi. C'était quand on a décidé de shut down du coup la deuxième usine, celle en Chine là plus tard, et c'était en avril, on avait le go en se disant c'est bon, théoriquement ça va le faire. Tu serres les fesses, quoi. Et là tu serres les fesses, quoi, parce que du coup t'es là, tu te dis on avait contacté des gros industriels qui nous accompagnent un peu dans nos décisions, et qui nous avaient dit vous êtes monoproduits les gars, vous allez vous casser la gueule. Enfin, vous êtes en train de tout lâcher pour prier que votre truc il va bien sortir en France, mais vous allez avoir des problèmes de moules, vous allez avoir des problèmes de plastique. Et ça, on nous dit ça en plein confinement, alors que le projet il est sur le point de sortir, et on n'était pas bien. Mais après, faites ce que vous voulez, hein, c'est pas ma boîte. Hein. Mais vous allez vous casser la gueule. Hyper intéressant. C'est le premier sujet que je voulais aborder, ce rapatriement. Je veux aussi parler du produit. Est-ce qu'il a évolué, et qu'est-ce qui va se passer autour de la boîte? Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le produit, on n'a pas voulu le faire évoluer au niveau du design extérieur. Donc, tout ce qui a évolué, c'est le design de la carte électronique à l'intérieur. Par contre, même fonctionnalité, même look, pas d'évolution, parce que, en fait, pas envie de faire évoluer, il marche très bien tel quel. C'est un enjeu, de savoir dire non. Oui, c'est un vrai enjeu. C'est Steve Jobs, je crois, qui disait ça, qui disait la plus grande difficulté, c'est de savoir dire non. Et c'est vrai que là-dessus, quand le bureau d'études arrive en disant genre je peux vous rajouter les petites lumières qui vont bien, et puis les semelles en babouche et le machin, et il y a des moments où on a tous eu un peu cette réflexion, et c'est vrai que c'est Maël quand même qui a dit un moment, qui a fait attendez les gars, on fait n'importe quoi là, le produit il est superbe comme ça, je le garde comme ça, et il est comme ça qu'il est. Et du coup on s'est dit on a tout arrêté, mais c'est vrai qu'il y a un moment on était quand même en train de se dire si jamais on appuie sur un bouton, il y a des ailes qui sortent, et puis le truc il part dans l'espace, hein. Par contre, les évolutions qu'il y a, ce qui est génial, c'est qu'on peut s'éclater au niveau du contenu et de tout ce qui est en orbite autour de la Fabrique à Histoire. Cette année, on va sortir du contenu culturel pour donner accès aux enfants à découvrir une ville, un musée, un château, par exemple, où là, tout est fermé. Donc, on est content de pouvoir permettre aux enfants et aux familles de découvrir des lieux culturels. Vous allez le sortir, ou c'est sorti? Non, on va le sortir. Vous allez le sortir, ok. Et du coup, c'est en partenariat avec des instituts? Je crois que je peux pas en parler, mais je sais pas, je me posais la question. Mais en tout cas, on va sortir un premier partenariat culturel avec un très bel endroit.
Ok. Avec des grandes glaces. Ok. Du coup, c'est coécrit, j'imagine, avec ce partenaire? C'est ça. C'est eux, ils nous fournissent la matière, mais nous, avec notre équipe d'éditrices et d'éditeurs, on retravaille cette matière pour qu'elle puisse être utilisée par la Fabrique à Histoire. Que vous faites ensuite valider par le partenaire. Exactement. C'est intéressant, c'est vraiment, je réalise que c'est l'univers des possibles qui vous est offert autour de cette boîte et du store. Pour les gamins, c'est vraiment top. Il n'y a pas de limite au contenu fictionnel, donc on peut faire ce qu'on veut, c'est super. Et du coup, là, on est sur des lieux culturels. Vous avez testé déjà ? Est-ce qu'il y a une phase de... Comment on écrit un album ? Donc, ce qu'on appelle album, pour ceux qui ne connaissent pas chez l'Uni, c'est ces histoires qu'on peut aller chercher dans le store. J'aurais dû peut-être le représenter au début, mais la boîte à histoires vient avec 48 histoires. 48 histoires déjà préchargées. Et sur le store, le l'Uni Store, on peut en télécharger d'autres ou en acheter d'autres, puisqu'il y en a des gratuites, il y en a des payantes, qui sont des nouvelles histoires sur des nouveaux lieux avec des nouveaux personnages. Et il y a des contenus éducatifs, on en parlera dans une seconde. Il y a des contenus aussi autour de la méditation, peut-être, on en parlera aussi. Sur les lieux culturels, est-ce que c'est des choses, enfin les albums culturels, les contenus culturels, c'est quelque chose que vous testez ? Alors, on teste beaucoup de choses chez l'Uni où en fait, on a une équipe de designers qui fait venir des familles pour faire des tests utilisateurs à chaque fois qu'on sort des nouvelles fonctionnalités, par exemple. Concernant les albums, en fait, on a un process très bien établi qui est différent en fonction du type du partenariat ou si c'est du contenu qui est propre à l'Uni. Mais on cherche un auteur pour le projet, si on a un projet, ou alors il y a un auteur qui nous démarche en ayant un projet qui nous plaît. On travaille avec lui sur une arborescence pour que ça puisse fonctionner avec la Fabrique à Histoire. Et après, c'est des retours entre éditeurs et auteurs, ou éditeurs et éditeurs, partenaires, pour créer le contenu. Mais c'est pas du contenu qu'on pré-teste sur des enfants. On a un savoir-faire, on fait confiance à nos éditeurs et à nos partenaires et à nos auteurs, donc, et aux comédiens et aux studios avec qui on travaille. D'accord, donc ça c'est pour les culturels, les contenus culturels. J'étais en train de me poser la question, j'y pensais à haute voix parce que mes gamines commencent à regarder il était une fois la vie, et puis et elles regardent aussi. C'est un de nos best-sellers. C'est notre best-seller. Ouais. Et du coup, on part sur différentes directions. Est-ce que dans l'éducation, je sais pas, sur les maths, la physique, ça fait partie des enjeux Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a déjà sur l'Unistore actuellement du contenu éducatif, type l'apprentissage de voyelles. On va sortir les mathématiques bientôt. Mais la grande nouveauté cette année, c'est qu'on propose aux enseignants de cycle 1, donc maternelle et CP, des kits pédagogiques autour de nos histoires. C'est du contenu qui a été co-créé avec une base de plusieurs enseignants pour comprendre leurs besoins et les enjeux qu'ils ont eux en classe avec les enfants autour de l'imaginaire surtout. On a écrit une étude, on a fait une étude sur l'imaginaire et comment l'imaginaire est important pour l'apprentissage et l'éducation de l'enfant. Et du coup, cette année, on propose aux enseignants du contenu spécifique pour eux pour l'utiliser en classe. Génial, ça veut dire qu'en classe, on peut retrouver des lunis. Des boîtes. Tout à fait. Donc, on a une offre professionnelle à destination des enseignants. Elles sont déjà sorties ? Enfin, c'est déjà le cas, c'est déjà live ? Non, elle va sortir dans quelques mois. Alors, les Fabriques à Histoire, on en a quand même pas mal. Déjà en classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on essaye de cibler les écoles, les mairies et on va dire c'est les vrais établissements. Mais aujourd'hui, on a plus de 500 professeurs qui ont acheté avec leur argent des Fabriques à Histoire parce que l'école leur a pas fourni, leur a pas dit, ok, je te donne un go dessus parce que forcément la Fabrique à Histoire, c'est pas forcément quelque chose qui est connu dans le milieu éducatif. Mais eux, ils ont trouvé ça génial avec leurs enfants, ils l'ont acheté et du coup ils nous ont contactés en disant moi j'ai acheté une Fabrique à Histoire, par contre en vrai je trouve que pour mes élèves le contenu il est pas forcément optimisé. Nous c'est normal, on n'avait jamais pensé à ça et donc on a un groupe Facebook avec à peu près 500 maintenant professeurs avec qui on discute et ils nous expliquent comment est-ce qu'ils aimeraient bien l'utiliser ou comment ils utilisent la Fabrique et c'est grâce à ce groupe qu'on peut alimenter toute l'étude dont Maël parlait et donc le contenu qu'on est en train de sortir. Je trouve ça hyper intéressant et pour pouvoir mettre, alors du coup c'est l'étape en cours là, mais des boîtes à histoire, des Fabriques à Histoire pardon, dans une salle de classe, tu dois avoir un ensemble de tests, j'imagine, ou de labels à obtenir, ou de validation. Alors, si on parle des lycées publics, si on parle des écoles publiques, il faut que ce soit validé par le maire, il faut que ce soit validé par le directeur, le professeur et les parents d'élèves. Et les parents d'élèves. Et maintenant les parents d'élèves. Oui, parce que, alors,
c'est pas forcément un oui, même si les parents sont pas d'accord, les professeurs peuvent s'en servir, mais aujourd'hui de plus en plus la voix des parents d'élèves est de plus en plus écoutée, donc du coup si tout le monde dit non, ça risque d'être problématique. Alors j'entends, je m'attendais plus à ce que tu me dises, il y a des bureaux d'études qui doivent tester la solidité des matériaux, mâchouiller les boutons. Ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut faire quand on fait un produit pour enfants. Okay. Donc ça, ces certifications-là, on les a déjà puisqu'on fait un produit pour enfants. Ouais. Okay. Le marquage CE qu'il y a sur le produit, c'est une batterie de normes qui doivent être respectées par la boîte. Nous, on est maintenant 3 ans et moins. Donc du coup, ça veut dire que notre produit ne peut pas être il peut pas y avoir de petites pièces détachées, il peut pas y avoir des choses. Enfin, donc à partir du moment où il y a ça, ils n'ont pas besoin de faire de tests supplémentaires parce que dans tous les cas, ils savent que si c'est un produit qui est à destination des enfants de moins de 3 ans, c'est ok, ça a été validé déjà par les consommateurs. Ok. Et je crois que vous faites des partenariats aussi. Alors tu m'as parlé tout à l'heure d'un partenariat en préparation, de cet entretien autour de méditation. Oui, on fait un partenariat, on a du contenu méditatif et pour la relaxation sur le Luni Store. Notamment, on a 4 albums, dont un qui est en partenariat avec Petit Bambou, okay. Qui est un must-have pour les applications pour pouvoir se relaxer. Et donc, nous, on est très contents d'avoir fait ce partenariat pour proposer du contenu méditatif et de relaxation pour les enfants. Et de manière générale, on a à peu près 30% de notre contenu qui est en partenariat avec beaucoup d'autres. Hein. On a du Disney, on a du Monsieur Madame, on a du Hello Maestro, Il était une fois la vie, par exemple. Donc, mais ouais, on essaie de garder. On aimerait bien garder entre 60 et 70% de création de notre côté parce qu'on a une maison d'édition et on en est fiers. Mais on a besoin aussi de partenariats parce que il y a des moments où parce qu'il y a des éditeurs qui font des choses bien mieux que nous sur certains domaines. Aussi. Okay. Donc on a parlé d'innovation produit, de savoir dire non, on a parlé d'innovation dans le store, mais je crois qu'il y a une dernière innovation dont tu peux nous parler. Oui. Oui, effectivement, à la fin de l'année, on va sortir notre premier jeu de société autour de la fabrique à histoire. Donc le principe, c'est de jouer à un jeu de plateau. Je vais rester assez évasive. Et la particularité, c'est qu'on l'utilise avec la fabrique à histoire qui amène des moments narratifs, des moments plus interactifs. Et donc ça se joue en famille autour de la fabrique. C'est intéressant. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une interaction, disons, entre la boîte et la fabrique, et l'extérieur et le monde réel ? Ça dépend parce qu'on a des albums dont on est le héros. Et du coup, c'est des albums où en fait, on fait pas les choix au début, on fait les choix pendant l'histoire. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une interaction, mais ça reste de l'histoire. Donc il y a pas de là ça se passe toujours dans la tête, quoi. Ça se passe toujours dans la tête et il faut quand même choisir est-ce que le héros va prendre un bâton ou une épée et ça va changer l'histoire. Mais on est quand même dans l'histoire, on est quand même dans le récit. Alors que là, il y a vraiment un plateau, il y aura une meilleure interaction, on va dire. Voilà, c'est la première fois où on sort quelque chose de physique à côté de la fabrique. Par contre, à l'été dernier, on a sorti notre première application mobile pour pouvoir enregistrer ses propres histoires. Et donc ça, c'est une nouveauté où en fait un parent, un grand-parent ou même un enfant peut lui-même enregistrer son histoire et la retrouver sur la fabrique. Et ce qui est super, c'est que ça crée des liens dans la famille. Et j'ai encore eu ce matin au téléphone une dame avec qui on a fait un partenariat de distribution dans les hôpitaux qui disait mais c'est super parce que pour un enfant qui est hospitalisé, il peut retrouver la voix de son papa ou de sa maman à l'hôpital alors qu'il est tout seul. Et j'avais raté cette inno et je la trouvais hyper intéressante. Faut parler à mon père qui est un bon coauteur. Mais c'est fou. Enfin, c'est fou. On a dû, c'est sorti en juillet. Là aujourd'hui, on a plus de 100 000 téléchargements et on a dû augmenter la taille de nos serveurs parce que les gens enregistrent un nombre d'histoires qui est vu que tout est gratuit et que les gens ils peuvent juste enregistrer, mais finalement c'est quand même stocké dans nos bases du Lunistore et on s'est rendu compte que les gens en fait ils enregistrent. Du coup c'est privé, on est d'accord. Tout à fait. Okay. Oui. Alors j'ai des considérations matérialistes terre à terre, mais là votre intérêt en tant que l'Uni, de laisser les gens rajouter des contenus, c'est quoi, c'est fidélisation autour de l'objet ? Oui, c'est augmenter l'expérience autour de la fabrique à histoire et c'est être encore plus présent avec les familles autour du partage d'histoires audio. Donc oui. Ok. J'aimerais essayer de tirer un apprentissage sur l'innovation autour de ces histoires et du produit. Savoir dire non,
Et rester propre, true to yourself, on dirait en anglais, je sais pas comment on peut dire en français, mais fidèle. Fidèle à soi-même. Fidèle à soi-même, à votre ADN. Quel insight tu peux nous donner, quel apprentissage tu peux nous donner sur ce point? C'est une très bonne question. La réponse qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que pour moi, c'est très important de savoir dire non et de se remémorer pourquoi on s'est lancé dans un projet, quel sens on y met, parce que en fait, quand on grandit comme nous très vite, il suffit de petites actions par petites actions qui sont limite invisibles, des mini choix qui vont au final, quelques années après, vont complètement dénaturer la nature de base de pourquoi on s'est lancé. Et moi, j'y suis particulièrement attentive parce que j'ai pas envie d'être prise au piège de la croissance et garder notre ADN, garder nos valeurs et au contraire les faire encore plus rayonner parce qu'aujourd'hui, on a encore une voix encore plus forte. C'est moi pour ça que je suis devenue entrepreneur. Donc c'est beau, retrouver le why ou en tout cas coller au why, au what et à ses valeurs pour avancer sans se dénaturer. Et je pense que l'exemple le plus probant, c'est le fait qu'on ait arrêté le Black Friday l'année dernière sur Amazon. Le Black Friday qui représentait quand même quasiment, je pense, 1 million de chiffre d'affaires en une journée en 2019. Et du coup, on a décidé de l'arrêter parce qu'on s'était toujours dit qu'un jour, on pourrait l'arrêter et qu'on voulait pas encourager ce genre de mode de consommation, exactement. Et du coup, on s'est dit, bah stop, on est capable de le faire, on le fait. C'est génial, c'est une belle transition. Alors cet épisode, chers auditeurs, durera un peu plus qu'une demi-heure, ce qui est le cadre des catch-up. Mais on est 3, donc je me dis, tu vois, c'est une première, c'est une belle excuse pour... Voilà. C'était donc une belle transition pour aller vers cette troisième partie qui était la partie business. 1 million d'euros en 2019, le jour du Black Friday. Si je dis pas de bêtises, je retrouve mes notes, mais 2019, c'était 12 millions de CA. T'as fait un 12e, ça fait quoi? Ça fait 7%. Bah, ça fait 7% de ton CA en une journée. Bah, tout confondu, c'était à peu près 50 000 unités qu'on a vendues le jour du Black Friday, je crois. Toutes marques confondues, hein, vraiment. Donc chez nous... 50 000 sur 300 000. Et en quelques heures, parce ça. qu'on a très vite été out of stock. Et en quelques heures. C'est vrai qu'on aurait peut-être même pu faire plus. On est vraiment un produit qui était attendu et qui était connu. Et forcément, quand il y a une réduction aussi importante, les gens se précipitent. Après, il faut se rendre compte aussi que cette année, on a arrêté de le faire. Cette année, on s'est plus concentré sur des Looney Days parce qu'en fait, on s'est dit, on n'a pas envie de rentrer dans un système où on veut forcer tout le monde à aller acheter dans ce jour avec cette espèce de surconsommation que peut avoir le Black Friday. Par contre, on s'est dit qu'on était quand même à l'écoute des gens et qu'il y avait certaines personnes qui avaient besoin aussi de petites réductions de temps en temps parce que 59,90 c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Donc, on a fait des Looney Days plus en été et on a arrêté du coup de faire le Black Friday et en final on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de ventes qui étaient reportées à décembre alors que tout le monde attendait en fait le jour de novembre pour le jour du Black Friday. Donc au final en fait c'était pas si dramatique que ça. Là où tout le monde veut nous laisser croire que si on fait pas le Black Friday, on perd du chiffre d'affaires net. En fait non, pas du tout parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller quand même l'acheter, qui vont trouver d'autres moyens de le Black Friday c'est pas une fin en soi. Non, et tu t'affranchis des concouristes ou des coureurs de bonnes affaires. Tu peux te le permettre, je dis vous pouvez vous le permettre parce que vous êtes l'uni. Tout à fait. Alors, vous êtes en croissance, vous avez un produit qui est sympa, qui plaît. Tu peux te permettre de faire une croix sur un Black Friday qui est 7% de tes ventes en une journée, en quelques heures. C'est assez incroyable. Pour d'autres marques, tu vois ce que je veux dire oui, mais tu perds aussi beaucoup de marge en faisant ça. Donc c'est tout un. Nous justement, on pourrait encore plus parce qu'on est l'uni faire du Black Friday. Parce qu'en fait, nous, quand une personne va acheter un produit, derrière, il va acheter du contenu. Et donc, du coup, on a la chance d'avoir un double business. Donc, en fait, le Black Friday est encore meilleur pour nous. Alors qu'une marque qui ne vend qu'un seul produit et qui veut absolument capitaliser sur ce produit-là, le Black Friday, ça peut lui tirer une balle dans le pied. Et la seule chose, en fait, les gens ont peur de se dire, si je le fais pas, mes concurrents, ils vont le faire. Et du coup, je vais perdre des ventes. Alors qu'en fait, il y en a plein qui sont affranchis du Black Friday et justement, qui le disent fièrement, je suis pas comme mes concurrents, je suis pas comme tout le monde. Moi, j'ai des valeurs, quelles qu'en soient les raisons pour lesquelles on arrête le Black Friday, il y en a plein. Et donc, du coup, c'est aussi ça qui est important et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le savoir dire non et savoir aussi rester droit dans ses bottes. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut forcément le faire. Je rappelle en introduction de cette partie que vous avez fait donc 18 millions d'euros de CA en 2019, soit presque autant que sur les 3 années précédentes. 2020. En 2020, pardon. Merci, soit presque autant que sur les 3 années en cumulé. Bien aimé en 2019. Vous allez passer une belle milestone cette année. Je te laisse l'annoncer.
Je vous laisse l'un de vous deux l'annoncer en juin. Bon. Eh ben, en juin, on va attendre le 1 million de pièces vendues depuis le début de la commercialisation, donc depuis août 2016. Donc on va avoir 1 million de Fabrica Histoire. Ouais, dans la nature. Qui se balade dans la nature sur un marché de 4 millions de mémoire, à peu près 4 millions d'enfants qui sont dans la cible, donc vous avez 25% presque de taux de pénétration. Tout à fait. Tiens, je pose une question qui devait venir un peu plus tard, mais je la pose tout de suite. 1 million de l'UNI de Fabrica Histoire dans la nature. Il y a du réachat. Vous connaissez. Pourquoi on réachète une boîte à histoire, une Fabrica Histoire? Une première raison, dans une fratrie, il y a le frère ou la sœur qui a une Fabrica Histoire et le petit frère ou la petite sœur veut sa Fabrica Histoire. Ça, c'est un cercle vertueux en termes de business pour vous. Oui. J'imagine, enfin que moi mes filles, je pensais qu'elles allaient partager. Au final, chacune veut la sienne, quoi. On pensait aussi que les gens allaient partager, et à la base, on avait quand même, enfin, le but de la Fabrica Histoire, c'était vraiment un moment d'écoute en famille. On a même sorti le casque où on a mis un double jack directement intégré parce qu'on s'est dit c'est super, comme ça 2 enfants vont pouvoir l'écouter et ils vont pas être piégés en se disant super, moi j'ai qu'un casque. Mais au final on se rend compte que comme c'est un objet qui fait vraiment partie du quotidien et que les enfants l'utilisent beaucoup, et par moments c'est dur de le partager, et donc très rapidement ça crée de la jalousie, et donc on se retrouve avec on nous envoyait des photos en disant j'ai une famille de 5 enfants et la maman avait acheté 5 Fabrica Histoire côte à côte en disant voilà, ça c'est mes cadeaux de Noël, 5 Fabrica Histoire. Chez ma sœur, mes 2 neveux, ils utilisent autant leur Fabrica Histoire en solo qu'ensemble. Donc, okay. Ils en ont une chacun. J'y pense, mais ça ouvre des portes aussi en termes d'albums. J'imagine qu'il peut y avoir, si on cherche un peu, des albums qu'on peut mettre sur 2 boîtes et qui pourraient peut-être interagir l'un avec l'autre. Je sais pas comment on pourrait imaginer ça. Mais... Alors pour l'instant, la Fabrica Histoire est sans ondes, sans Wi-Fi, donc n'est pas intelligente en soi. Oui, mais même en termes de choix, tu vois, dans ton arborescence de... on peut s'amuser. T'attends qu'il y ait un bout qui finisse, tu lances l'autre bout. Effectivement, ça pourrait être intéressant. Je referme cette parenthèse pour revenir à la distribution. Donc, à l'époque, Amazon était un partenaire fort. Tu m'avais même expliqué, Maël, que sur les États-Unis, vous avez aidé à vous lancer. Comment est-ce que cette distribution a évolué depuis qu'on s'est parlé à l'époque? À l'époque, je ne vais pas dire de bêtises, c'est Nature et Découverte et puis le groupe aussi qui vous avait beaucoup aidé à vous lancer. On avait Nature Découverte et Oxybul à la base, c'était les deux, et très rapidement ça a été rattrapé par Amazon. Donc en 2019 on avait Amazon, Nature Découverte et Oxybul qui étaient au coude à coude, mais c'était Amazon qui était quand même numéro 1. Et l'année dernière, du coup on a eu donc Amazon et Nature et Découverte qui étaient toujours en haut. Amazon qui a assez chuté pour plusieurs raisons. Déjà ils ont été, comme on l'a dit, ils ont été shut down pendant tout le confinement. Ils pouvaient plus vendre la Fabrica Histoire. Donc forcément, ils ont perdu, je crois, 2 mois quasiment pleins où ils n'ont pas pu distribuer. Et le fait qu'on ait arrêté forcément le Black Friday, c'était eux qui tiraient le plus les ficelles là-dessus et qui avaient le plus de rentabilité, parce que c'est quand même un événement qui a été créé par eux. Donc forcément, ça a rebalancé un peu les ventes sur les autres distributeurs. Mais nous, au final, ça ne nous a pas impacté. Donc c'est-à-dire que là aujourd'hui ils sont toujours dans le top 4 il me semble, mais du coup, et c'est avec la Fnac il me semble qui est le 4e coude à coude avec peut-être notre site internet. J'ai pas les chiffres exacts, mais en gros dans le top 5 il y a Nature Découverte, Fnac, Oxybul, Amazon et nous. Et vous en 4e ou position plus ou moins ex aequo, c'est ça? Tout à fait. C'est intéressant. Le marché, l'univers concurrentiel a évolué aussi? L'univers concurrentiel a beaucoup évolué. Depuis 2018, on a eu l'émergence de pas mal de concurrents. On a eu Bookinou, on a eu Conteuse Fabuleuse, on a Yoto aussi qui vient de UK. On les cite pas tous hein. Non, on en a beaucoup. Ah bah non, mais c'est pas grave. De toute façon, les gens les connaissent, ils sont référencés de plus en plus. On a un concurrent allemand, Tonies aussi, qui est très gros et qui a très bien fonctionné en Allemagne, qui arrive en France là cette année. Forcément, on n'est plus tout seul. Et avant, c'était facile de pouvoir se dire. Enfin, c'était compliqué au début d'être référencé parce que les gens ne connaissaient pas les Fabrica Histoire, ils savaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se faire référencer parce qu'il y en a au moins une dans chaque. Là, on essaie de développer en Italie. Il y a une catégorie jouets qui a été créée pour les storytellers. Ok. Donc, Preschool, marché que vous avez un peu. Avec Tonies, on a initié, ouais. Ok. Donc on a dit un marché de. Alors quand tu dis 1 million de boîtes à histoire qui se baladent dans la nature, de Fabrica Histoire, on dit, je bute depuis le début. Fabrica ou boîte? Fabrica Histoire. Boîte à histoire, l'Uni. Ok. Il y a 1 million de l'Uni qui se baladent sur le marché. Quelle est la part à l'international? Aujourd'hui, on est à peu près à 15% sur l'international. Si on compte la Suisse et la Belgique, si on regarde francophone, on n'est qu'à 5% encore.
Ok. Si je reviens sur mes chiffres de tout à l'heure, je disais 1 million de l'Uni qui se balade dans la nature pour 4 millions à peu près d'enfants, c'est 20-25%, puisqu'il y en a à l'étranger, mais de taux de pénétration. En termes d'équipement dans les ménages, est-ce que vous avez cette info? Les ménages ont plusieurs storytellers? Alors oui, la moyenne, c'est quand même, je pense que la moyenne, elle doit être à 1,2 parce qu'on a quand même beaucoup de ménages qui ont que un storyteller. Par contre, de plus en plus, on a de plus en plus de parents qui nous expliquent qu'ils achètent plusieurs fabriques à histoire pour leurs enfants. On n'a malheureusement pas l'info parce que pour avoir cette info, il faudrait qu'on ait par fabrique à histoire quelle est la typologie de la famille, et c'est des données en fait qu'on récolte pas parce que elles nous servent pas à grand chose. En plus avec la RGPD, c'est de plus en plus compliqué. Mais non. Mais je pense qu'en moyenne, on doit avancer de plus en plus. Ce score doit monter de plus en plus. Donc je reviens sur l'univers concurrentiel qui a changé depuis qu'on s'est parlé il y a 1 an et demi. Du coup, est-ce que vous avez dû travailler ou retravailler votre différenciation, votre positionnement? Alors, on n'a pas changé notre positionnement ni notre différenciation. Par contre, on a dû augmenter nos budgets de marketing pour avoir plus de visibilité. Et on a dû changer un peu notre stratégie aussi de distribution pour pouvoir être là où forcément nos concurrents étaient. Ça veut dire que quand on a démarré, on s'est dit, on est un produit... À la base, on se disait un peu de luxe parce que c'est 60 €, donc c'est quand même cher pour un enfant. Donc au début, on a visé des natures découvertes, des oxybules. Très vite, on a commencé à se dire le produit plaît, on va descendre, on va aller dans des multispés. Donc on va faire du boulanger, de la Fnac, on va faire du Darty. Ensuite, on a fait les jouettistes qui au début étaient très réfractaires à récupérer le produit parce qu'ils le connaissaient pas, mais ensuite ils se sont dit en fait ça marche bien. Et là, cette année, on a ouvert la GSA, la grande surface alimentaire, parce qu'en fait c'est un besoin, c'est que tous nos concurrents se positionnent en GSA parce qu'on n'est pas là. Donc du coup, on est obligé d'y aller pour montrer que finalement on est là. Et comme aujourd'hui le produit, l'image du produit n'a plus besoin d'être démontré, on peut se permettre d'aller dans des endroits qui sont vus, en tout cas en termes d'image, comme un peu moins que... Juste pour augmenter notre présence. Et aussi, on appuie aujourd'hui encore plus sur nos éléments différenciants. Comme on est nomade, on a du contenu rechargeable, on a notre propre maison d'édition où les familles nous font confiance pour la qualité de notre contenu. Donc on appuie là-dessus aujourd'hui plus qu'avant. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est que vous avez fait vos preuves. Il y a du social proof parce que les familles, d'autres familles l'utilisent et m'en parlent. Du coup, d'être disponible en GSA, c'est aussi pratique pour le réachat ou le nouvel acheteur, mais pour être sûr d'être trouvé, t'as plus. C'est ça. Ouais, une fois que t'as fait tes preuves chez le jouettiste ou le spécialisé, ok. Dans toutes les petites villes de campagne, il n'y a pas un nature découverte au coin de la rue, quoi. Donc non, mais c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé aussi comme ça, mais il y a beaucoup de gens aussi qui nous envoient des messages en disant c'est sympa votre produit, j'ai pas forcément envie de l'acheter sur Amazon. Du coup, je fais comment? Vos enjeux, vos apprentissages sur la distribution sur ces derniers 18 mois. Est-ce que déjà, c'est une question que je me suis posée tout à l'heure, mais ces distributeurs qui vous ont accompagné dès le début de l'Uni vous ont accompagné, comment est-ce qu'ils vous ont accompagné dans le rapatriement de la production? Alors ils nous ont pas forcément accompagnés. Par contre, ils ont été hyper attentifs à ça. Ils ont accueilli le produit très rapidement et ils l'ont repositionné très facilement en magasin. Mais je pense que c'est juste qu'ils attendaient, ils savaient forcément qu'un produit qui fonctionne bien, si en plus on le rapatrie en France, tout va bien se passer. Par contre, on les a pas sollicités non plus, donc on leur a pas demandé quoi que ce soit. On leur a juste dit on va avoir une nouvelle version qui va arriver. Ils ont joué le jeu sur les stocks parce qu'on les a stockés 1 mois et demi avant et on leur a dit personne ne vend la fabrique à histoire avant le 1er octobre et il n'y a pas une seule vente qui a été faite avant, donc on se demandait s'il n'y en avait pas un qui allait craquer en disant vas-y je vais le sortir 15 jours en avance, ça va être super. Ouais. Non, là on a vraiment je pense que le fait d'avoir un bon produit et aussi des bons partenaires, ça aide beaucoup parce que en moyenne par exemple notre fabrique à histoire, donc elle est à 59,90, le prix moyen sur une année de la fabrique à histoire l'année dernière c'était à 56 €. Si on compte toutes les promotions que les différentes personnes vont pouvoir faire, et on sait que dans la loi aujourd'hui, si un distributeur veut le vendre et veut faire une promotion, il est libre de le faire. On ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas lui dire non, tu n'as pas le droit. Donc ça veut dire que c'est vraiment une discussion entre nous et les marques de dire s'il te plaît, nous on a un bon produit, on pense, et le fait que ce soit aussi bien tenu,
Je pense que ça veut aussi dire que le prix est bon. Ça veut dire que le prix est bon, mais ça veut dire aussi que les gens le vendent suffisamment bien et qu'ils sont pas. Enfin, aujourd'hui, quand il y a des réductions, c'est quand t'as trop de stock et que du coup tu te dis genre du coup j'ai trop de stock par rapport à mon voisin, donc si je le mets 10 € moins cher, je le sors quoi. Intéressant. Je le dis là, mais je vous le redirai après cet épisode, après la fin de l'enregistrement. Mais Nature et Découverte, si tu nous écoutes, je rêverais de t'inviter. J'ai dû contacter 3 ou 4 personnes sans avoir de résultats jusqu'à présent, mais j'adorerais comprendre leur approche des startups comme vous, parce que vous n'êtes pas les premiers à me dire que Nature et le groupe vous a accompagné, vous a aidé au tout début. Hein. Nous, ce qu'on peut te dire, c'est qu'effectivement, Nature et Découverte a eu un coup de cœur pour la Fabrique à Histoire dès le début, quand le prototype était encore en bois. Donc ça date. Ça. Et il nous a attendu pendant 2 ans avant qu'on soit prêt de commercialiser. Donc ils ont été vraiment pour nous un support de se dire on sait déjà qu'à la commercialisation on aura une enseigne, au moins une enseigne qui et pas n'importe laquelle qui va commercialiser notre produit. Et tu me le racontes bien dans cet épisode 12 enregistré en septembre 2019, mais vous n'êtes pas les seuls à avoir été accompagnés, et en plus de mémoire c'est eux qui ont un concours d'innovation, c'est ça. Ouais. Nature et Découverte, si tu m'écoutes, tu es le bienvenu. Mais moi, je serais ravi d'essayer de voir avec nos contacts si on peut essayer de voir. Mais c'est vrai que on a fait la Toy Fair de New York. Donc les Toy Fair, c'est les grandes foires du jouet où il y a les distributeurs, les retailers qui viennent voir les nouveaux produits. Et on a fait celle de New York parce que du coup, on désire s'implanter aux États-Unis. Et il y avait Nature et Découverte qui était là-bas, et c'était les seuls Français qui étaient là-bas. Et c'est là où on voit, je pense qu'ils ont un côté genre ils peuvent aller chercher très loin des produits et à essayer de dénicher. Ils ont un côté dénicheur de produits bien plus que les autres qui sont un peu, je pense, suiveurs. Ils sont assez smart là-dessus. Ah ouais. Ma fille fait de la danse au conservatoire des Halles. Je l'amène là-bas le samedi matin, et à l'époque où les supermarchés, les grandes surfaces, enfin les grands magasins, étaient ouverts. Je crois que je ne descendais jamais que chez Nature et Découverte parce que j'aime bien y passer une demi-heure à regarder. Ça détend. Ils sont bons, hein. Ils sont très bons là-dedans. Encore une fois, Igor, une excellente transition. Quid de l'international ? Alors l'international, c'est un autre combat. Autant l'année dernière, on était numéro 1 du jouet français en France, et c'était superbe. On a réussi à gratter la première place et tout allait bien. Autant à l'international, c'est plus compliqué. On est face à des gens qui nous connaissent moins. On est face à des concurrents qui sont déjà installés, qui ont forcément, à partir de 2018, qui ont vu l'essor de la Fabrique à Histoire et qui ont commencé à nationalement faire la même chose. Et on est sur des concepts qui sont aussi différents et des cultures qui sont différentes. Donc forcément, c'est plus compliqué de dire on est une Fabrique à Histoire, on fait 200 ou 300 000 ventes en France. Du coup, achète-nous. Lui il fait oui, mais sauf que vous avez vous avez moins de contenu que en France. Vous n'avez pas forcément du contenu qui est adapté. Il va falloir qu'on revoie le prix potentiellement parce que c'est de l'importation. Vous voulez maintenir un prix parce que vous voulez qu'en Europe le prix soit le même. Mais moi, si je peux le vendre 10 € plus cher, ça m'arrangerait. Et donc c'est plein de discussions qu'on n'avait pas du tout avec la France et qui du coup en fait on est arrivé un petit peu la fleur au fusil quand on s'est lancé vraiment en 2018 en se disant ça y est, la France c'est bon, on va conquérir le monde. La France c'est bon et puis le monde on verra après quoi. Hein. Donc on a fait la Belgique, on a fait la Suisse, mais c'est des pays francophones donc ça marche plutôt bien. Tu parlais déjà des États-Unis en septembre 2019. Oui. Oui, c'est ça. On y est toujours. On a une équipe maintenant de 8 personnes avec un directeur des opérations sur place. Et effectivement, si j'appuie ce que tu dis, c'est l'apprentissage qu'on a de notre exportation à l'étranger, c'est qu'on a voulu ouvrir trop de pays en même temps et au lieu de se concentrer sur peut-être 1 ou 2 ou 3 et de le faire correctement. Donc on avait cette excitation, je pense effectivement, du produit qui marche en France, en train de se dire que ça va être facile d'aller à l'international. Et effectivement, pas si facile que ça. Et c'est parti d'un salon, justement, le salon du jouet de Nuremberg, en 2018, où normalement il y avait quasiment que des Français qui viennent nous voir parce que on est connu en France, donc du coup ils viennent pour un peu refaire les contrats et ce genre de choses. Et on a eu de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand, de l'anglais. Et là on s'est dit mais ça y est en fait, c'est pas juste un produit français, c'est un produit international. Et entre tout ce qui a été dit pendant le salon et les nombres d'ouvertures qu'on a réussi à faire, la réalité était vraiment tout autre. J'ai reçu un autre créateur de jouets qui s'appelle c'est les Pix de Hopi. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des petits cônes. Oui, on connaît. Oui, on connaît très bien, on l'adore. Ouais, c'était un super épisode. C'était le dernier épisode. Ils sont d'ailleurs avec Sodilog aujourd'hui. Oui, tout à fait. Sodilog à tout le monde. C'est un grand gourou qui accompagne tout le monde. C'était intéressant justement de parler de ces foires B2B des
comment tu appelles ça, les Playfairs, les Toy Fairs. Vous avez un double enjeu en plus à l'international, tu l'as dit toi-même, mais vous avez l'enjeu de la consommation de ce type de jouets, de ce type d'histoire, et vous avez en plus l'enjeu culturel des albums en eux-mêmes. Oui, tout à fait. Il suffit pas de traduire, j'imagine. Alors, il suffit pas de traduire. Nous, notre façon de faire, c'est de traduire un certain nombre d'albums qui sont exportables à l'étranger. Donc, par exemple, tous ceux qui sont pas marqués culturellement, justement, comme tous les albums dans un univers fantastique, par exemple. Ce qui fait qu'on a quand même quand on s'exporte à l'étranger, il y a quand même un vivier de base qui est présent sur le Lunistore. Et par contre, effectivement, nous, notre envie forte, c'est de travailler avec des auteurs locaux, des comédiens locaux, des studios, sur place pour créer du contenu culturel adapté à la culture du pays dans lequel on s'exporte. Ok, très clair. En termes de nombre de points de vente, vous avez une idée aujourd'hui du nombre de points de vente sur lesquels vous êtes Par tout cumulé, ouais. On doit être à 5500 ou 6000 points de vente, je pense. Okay. Donc tu as réalisé que c'était pas si facile que ça, l'international. Quels sont les plans pour y arriver ? Du coup, les plans qu'on a mis en place, c'est plus aller dans le local. C'est-à-dire que les États-Unis, par exemple, on y a été un peu la fleur au fusil en se disant, c'est simple, Maëlle part là-bas, elle reste là-bas, elle monte une équipe et ensuite elle revient en France et l'équipe s'autogère toute seule. On s'est rendu compte qu'en fait ça ne fonctionnait pas et donc maintenant en fait on travaille avec une personne qui est franco-américaine, donc du coup qui connaît la culture et qui a monté une équipe uniquement d'Américains là-bas. Et pour les autres pays, on est en train de voir si on va pas faire potentiellement la même chose, c'est monter des petites équipes sur place. Donc là, on a décidé d'arrêter l'Allemagne et le UK l'année dernière parce que on a dû se reconcentrer avec la Covid. On s'est reconcentré stratégiquement. On s'est dit on va garder l'Italie et l'Espagne qui étaient les marchés, on va dire, les plus prometteurs pour nous. Et du coup, on a commencé sur place à avoir on va créer des micros équipes, une personne en marketing, une personne en sales, une personne en trade marketing, et du coup qui vont tourner local. Et local, ouais. Des locales. Parce que notre produit, si on le montre pas, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a ce côté wow quand on allume le boîtier, mais à distance, par mail, par visioconférence, ça marche pas. On s'en rend bien compte. Donc on a besoin des gens qui tournent, qui vont voir les gens, comme ce qu'on a fait en fait en France, qui vont taper à la porte, qui vont taper à la fenêtre, qui vont rentrer par la cheminée. Et ça, on peut pas le faire quand on est en France en prenant un avion toutes les 2 semaines pour aller faire un tour là-bas. C'est intéressant. Et du coup, comment tu les accultures ces locaux que vous faites rentrer quand vous ouvrez des bureaux à l'étranger ? C'est une très bonne question parce que sachant qu'on est en train d'y réfléchir aujourd'hui. Aux États-Unis, par exemple, on a pris un Français américain qui avait à la fois la culture française et aussi qui avait la culture américaine, donc qui comprenait aussi notre manière de travailler, qui pouvait discuter avec nous en français, mais qui était capable de monter une équipe aux États-Unis. Et tu le fais venir ? On le fait venir. Igor et moi aussi, on est régulièrement sur place pour rencontrer les équipes et parler de la vision, parler de la stratégie. Mais avec effectivement, depuis l'année dernière, c'est beaucoup plus compliqué pour nous de nous déplacer. Donc, évidemment. Pour l'instant, il y a plein de gens qu'on a rencontrés en visio, mais qu'on aimerait bien voir en personne. La visio, c'est bien, mais pour faire passer des choses et pour justement acculturer, transmettre des valeurs, c'est difficile. C'est plus compliqué. Puis ça fatigue les équipes. On est, je l'ai dit, en mars, on commence tous à en avoir marre, vivement l'étape suivante. Gentiment, oui. Ouais. Peut-être dernière question justement sur le business, et c'est une belle transition. Vous êtes passé de 45 personnes quand tu es venu, à peu 40-45 personnes quand tu es venu en septembre. Vous êtes presque 90, c'est ça, entre 80 et 90 actuellement. C'est ça. Vos quotidiens ont changé. Oui, complètement. Déjà en 2019, je crois que je t'en avais parlé, on a réorganisé tout l'interne pour fonctionner en pôle et structurer la société parce que l'hypercroissance c'était super, mais on s'est concentré sur le business et on en a un peu mis de côté la structuration de la société. Donc c'est ce qu'on a fait en 2019 et depuis on a un comité de direction en place avec des directeurs et des directrices. Il y a combien de personnes dans ce comité ? On est 6. Des directeurs et des directrices. Des directrices. Des directrices et Igor. Mais donc dans ce codir, il y a un associé, c'est ça ? Toi ? C'est ça, on est tous les deux, plus... tous les deux. Donc, ouais. Oui, pardon, Igor. Mais il n'y a pas... alors, je crois qu'on ne les a pas cités, mais Thomas Crimbard, qui donc est... Qui est mon frère. Ton frère. Mon frère est associé. Et Eric Lebot. Donc, 2 associés plus des directeurs, directrices. Directrices, oui. Comment vous les avez choisis ? Est-ce qu'il y a toutes les directrices ? Est-ce qu'il y a certaines directrices ? Toutes les directrices. Un vrai codir. Vous faites un COMEX aussi ?
On fait un COMEX qui est moins régulier, mais... Et il y a qui au COMEX ? On a Xavier Cour de vente privée et on a un financier qui a investi au tout début chez l'Uni, et on a 2 fonds. Plus vous, 4 associés ? C'est ça. Plus nous 4 associés, tout à fait. Quels sont les autres rituels de pilotage de l'entreprise ? De beaucoup communiquer. On a eu ça qui a été mis à dure épreuve l'année dernière. Et en fait, on a mis en place beaucoup de rituels qui permettent quand même de véhiculer l'information de manière assez fluide, même si c'est jamais parfait. Par exemple, on se réunit tous les mardis ensemble et chacun des pôles donne les nouvelles ou les actions à venir, ce qui permet de se tenir informé. Et on discute beaucoup entre nous. À 90 enfin à 85 ? Ouais, à 85. En visio, c'est plus facile. Ouais, elle dure combien de temps cette réunion ? 1/2 heure. Comment est-ce que tu fais pour qu'elle soit interactive ou que ce soit pas juste top-down C'est quand même un peu top-down, mais en fait, dans les équipes, c'est jamais la même personne qui parle et les informations sont de tout niveau. Donc en fait, ça fait participer tout le monde. C'est ça ce qui rend la chose un peu interactive, c'est que chacun peut dire exactement ce qu'il veut. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas, si on parle de vente, le pôle sales, il n'est pas obligé de dire toutes les semaines le chiffre d'affaires qu'il a fait, c'est pas ça. Ça peut être le truc de la semaine, c'est j'ai réussi à ouvrir Carrefour ou j'ai fait un truc, et donc du coup c'est chacun raconte un peu ce qu'il a envie. Par moment c'est aussi un appel un peu à l'aide, c'est genre là je suis en train de galérer sur ce truc, si l'un d'entre vous connaît quelqu'un qui peut m'aider ou quoi que ce soit. Donc en fait c'est vraiment quelque chose, t'as envie de partager quelque chose et tu t'en parles avec les gens. Ce qui est top, c'est qu'on a une équipe vraiment très solidaire et ça crée vraiment beaucoup d'émulsion dans la boîte. Ok, j'imagine qu'il y a d'autres enjeux quand tu passes de 45 à 85, c'est que tu peux avoir 45 passionnés, c'est plus difficile à 85. Comment est-ce que vous arrivez à continuer d'embarquer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce qui est quand même assez remarquable, c'est que l'Uni a un pouvoir d'attraction assez dingue. Et ce qui est fou, c'est que tout le monde adore effectivement l'univers et est hyper content de le rejoindre, mais très vite confronté quand même à la réalité d'une entreprise en croissance. Parce qu'on a beau effectivement avoir un super produit et un super univers de contenu et une super maison d'édition, on a quand même des enjeux qui sont des enjeux de croissance comme toutes les boîtes en croissance, et ça il faut s'y confronter, il faut être prêt à l'affronter parce que ça va très très vite. Le rouleau compresseur l'Uni. Et il faut être flexible, faut c'est hyper intéressant parce que tu l'as dit tout à l'heure à propos de l'évolution produit, où il faut savoir rester proche de ton why, de tes valeurs, de ta raison d'être. Piloter une boîte de 90 personnes qui fait 20 millions de CA l'année dernière, enfin 18 millions, vous allez en faire combien cette année, on sait déjà ? Quelles sont les prévisions ? J'aimerais bien faire une 30aine. Ouais. Tout en gardant justement tes valeurs, ton ADN, c'est un enjeu aussi. Oui. Comment vous répartissez les rôles à 4 ? Alors on a les 2 autres associés qui sont dirigés vers des fonctions plus opérationnelles et qui sont pas dans les fonctions de direction, et Igor et moi on s'est répartis tout simplement parce que c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début. Moi je m'occupe de la vision, de l'identité de l'entreprise, des nouveaux projets et de maintenir justement ces valeurs et cette identité, et Igor s'occupe de tout ce qui est opération business, voilà. Formidable. Stratégie et les chiffres. Les chiffres. J'ai commencé par toi, Maëlle, alors je commence par Igor. Igor, merci infiniment pour ton temps. Je suis très heureux de te rencontrer. J'avais beaucoup entendu parler de toi. Ça fut un réel plaisir. J'espère que ça s'est bien passé. C'était ton premier podcast. C'était mon premier podcast et j'en referai sûrement. C'était très agréable. De toute façon, je vous réinvite dans un an pour faire un autre catch-up. Maëlle, merci infiniment d'être revenu. Merci à toi. Félicitations pour cette belle croissance. C'était de l'hyper-croissance à l'époque. Ça continue de l'être. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et chers auditeurs, ce catch-up a été un peu plus long que prévu, mais j'espère qu'il vous a plu, j'en suis certain, parce que moi j'ai pris un grand plaisir à l'enregistrer. Merci à tous les deux, merci à vous tous. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5, ou 10 sur 10, ou 50 sur 50 le max, et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.